31 janvier 2017, cet essai intitulé Questions de sémantique. Et évidemment, c'est pas toute la sémantique dont il va être question, mais plutôt par rapport à ce qui s'est passé hier de l'attaque meurtrière contre une mosquée au Québec. Et en fait, la grande mosquée du Québec. Je ne sais pas si elle se situe à Montréal ou ailleurs, mais en tout cas, elle est bien au Québec. Et donc, fondamentalement, il y a eu, comme par hasard, le retour d'un certain, comment dire, un certain vocabulaire qui n'était plus d'usage, genre fusillade, attaque meurtrière, tuerie. Et quand on disait, quand on a collé, il y avait aussi le mot attentat, quand on y a collé le mot terroriste, on disait c'est le Premier ministre canadien qui a qualifié ça d'attentat terroriste. Alors qu'en fait, avant, dès qu'il y avait une attaque, d'abord on parlait, même quand elle avait l'aspect une attaque banale, qui n'a pas d'arrière-fond politique. C'est cela qui différencie le terrorisme. Le terrorisme, c'est l'assassinat qui est dicté pour des motifs politiques et rien d'autre. C'est un assassinat qui est destiné à provoquer un effet politique. Terreur, c'est évidemment la politique, surtout dans son versant violent, est censée soit à permettre d'acquérir un avantage sur l'adversaire, en tout cas soit en se renforçant soi-même de, de par ce fait, soit en décourageant et en ébranlant la volonté et la capacité de résister de l'adversaire. Donc, évidemment, l'attaque contre des civils est qualifiée d'attentat terroriste. C'est clair que cela on peut prendre cela comme parce qu'elle a ce caractère de s'attaquer à des gens qui ne peuvent pas se défendre, un caractère évidemment arbitraire et quelque part non discriminant, et elle fait naître un sentiment d'insécurité ambiant, insécurité, et donc évidemment elle est à dénoncer. Le problème, c'est quand, par exemple, quand des gens qui ont des revendications politiques s'attaquent à des militaires qui sont des gendarmes et qui normalement sont en capacité de riposter, alors là, cela est qualifié d'attentat terroriste. Rappelons-nous l'époque, pas très lointaine toujours, de l'occupation nazie, où les résistants étaient traités de terroristes, même quand ils s'attaquaient à des soldats, évidemment, à des soldats. Évidemment, le problème qu'il y avait, c'était que les résistants pouvaient s'attaquer à des soldats qui n'étaient pas en capacité de se défendre, malgré le fait qu'ils étaient des soldats. Ils étaient soit dans une situation de non-vigilance. Ils étaient quelque part désarmés, ils pouvaient être en train de manger, ils pouvaient être en train de dormir. Donc il y avait ce côté, mais on admet cela, on accepte cela. La guerre est sale, la guerre n'a pas de règles finalement. On suppose que le fait que le soldat, peu importe l'état dans lequel il est, à partir du moment où il a cette qualité de soldat, il constitue une cible légitime qui, euh, pour ceux qui s'opposent à lui. Et donc le problème, c'est qu'on on est
on a un côté, on a des adversaires, à notre époque, on a des adversaires qui sont particulièrement difficiles à, comment dire, non pas à défendre, mais plutôt à comprendre, qui pratiquent presque un peu, qui pratiquent non pas la terre brûlée, mais qui sapent tout ce qui peut leur permettre, tout ce qui est l'arrière, quelque part, le pays, qui pourrait constituer un arrière, un arrière-pays pour pouvoir s'y réfugier et prendre des forces, etc. Ils s'attaquent même à des... ils sont leur stratégie n'est pas compréhensible. Et donc finalement, le fait... voilà, donc... là, le fait de les traiter de terroristes les délégitime. Même quand on traite l'adversaire de terroriste, il est délégitimé. Il n'a aucun droit à être traité autrement que comme un nuisible, comme quelque chose qu'il faut absolument détruire. Voilà, donc il n'y a pas les lois de la guerre supposent que quand l'adversaire se rend, on le fait prisonnier et on essaie, on le traite bien, on le traite normalement, on ne le maltraite pas. Un soldat qui se rend, il doit être respecté et protégé. Et donc finalement, ce type de soldatesque, ces terroristes, sont des ennemis d'une autre nature qu'il faut détruire, eux et leurs femmes et leurs enfants et tous ceux qui, par hasard ou par accident ou malchance, se trouvent à côté d'eux. Et c'est une guerre qui, quelque part, elle ne s'arrête pas. On ne fait même pas d'armistice, il n'y a pas d'armistice, c'est une guerre permanente. Là, on est entré dans cette histoire de guerre permanente contre le terrorisme qui justifie évidemment tous les excès et tout l'arbitraire et tous les états d'urgence qu'on connaît et toutes les restrictions à la liberté. Le problème, et pourquoi la sémantique est importante dans cette histoire, c'est que on a pris beaucoup de précautions, on a utilisé tout le vocabulaire qu'il y a pour parler de cet attentat terroriste, parce qu'il vise à terroriser une communauté, parce que derrière l'attaque contre la mosquée, il y avait des motifs politiques, parce qu'on est porteur d'une idéologie particulière et qu'on s'attaque à celui qui est l'ennemi politique, ils n'ont pas autre chose. Donc c'est bien un attentat terroriste. Et donc on le qualifie d'attentat, d'assassinat, d'attaque meurtrière, etc. Et le mot qui venait automatiquement dès que quelque chose se produisait, évidemment quand il y a eu ce qui s'est passé à Orlando, on a traité cela d'attaque terroriste sans prendre en compte l'élément. Il suffisait que quelqu'un se déclare comme ça pour essayer, je ne sais pas, de se donner un arrière-fond politique qu'il n'a pas. Dans une action, il peut y avoir des gens qui ont recours à des actions d'assassinat alors qu'en fait, ils n'ont rien à voir avec l'idéologie dont ils vont se réclamer. En fait, ils cherchent à se couvrir quelque part, à se grandir. Dans leur acte de donner la mort, ils essaient d'acquérir un statut élevé, un statut de combattant. Alors en fait, ce ne sont que des assassins ordinaires. Peu importe les raisons de leur action, restent des assassins sans arrière-fond, sans soubassement idéologique
politique. Il n'y a pas pour eux une visée politique à leur acte. Ils ont pour but de se venger d'une humiliation ou ils sont ou de réparer une injustice qui leur a été faite personnellement. Donc ça laisse un peu rêveur. Nous sommes toujours avec cette sélectivité que nous pratiquons quand nous devons désigner des actes, nous avons un problème à désigner l'adversaire de façon claire et nette et à faire, comment dire, en sorte qu'il y a égalité de traitement, qu'il n'y a pas d'un côté une condamnation sans appel et puis d'un autre une certaine souplesse, des précautions et quelque part une prudence, etc., puisqu'il n'y a pas de revendication, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Donc il y a un problème. Euh, cette- ce, cette- ce traitement inégal ne contribue pas à régler le problème. Pour combattre un adversaire, il faut vraiment, il faut aussi le comprendre. Il faut aussi comprendre ses motivations. Et après, et, et quelque part, il faut aussi, quand on cherche à réparer une situation qui nous échappe, quand nous essayons de détruire un ennemi, nous pouvons aussi créer les conditions, tant que nous sommes dans une bipolarisation, tant que nous sommes dans ce traitement particulier, cette place que nous réservons à l'adversaire, nous déshumanisons quelque part l'adversaire, nous risquons de créer d'autres générations d'adversaires. Rappelons que dans ce cadre, toujours de la sémantique, les Israéliens ne parlent plus de terroristes, mais ils parlent de nuisibles. L'être humain n'est plus un être humain, il n'y a plus cette qualité réservée à l'humain, il devient un nuisible. Mukharriboun, c'est-à-dire il est infra-humain quelque part, il est une sorte d'insecte qu'il faut écraser. Et donc évidemment on comprend par là que certains qui commettent des actes, évidemment, ou qui ne commettent pas, parce qu'il peut y avoir un soupçon juste sur une attitude, et quelqu'un peut avoir une attitude et il peut être abattu juste parce qu'on le soupçonne de vouloir commettre un acte. Après, il suffit de placer, il suffit de... Et il suffit, de toute façon, on trouve toujours moyen après coup, de dire qu'il avait, etc., il a fait un geste, il n'a pas voulu s'arrêter, etc. Et donc, et par là, quand il s'agit des nuisibles, blessés à terre, réduits à l'impuissance, on les achève. Donc il y a quand on veut écraser, quand on donne un coup mortel à un cafard, souvent on a le réflexe de continuer et d'écraser le cafard complètement, alors qu'on pourrait le laisser agoniser sans lui porter un coup supplémentaire. Voilà, quelque part, on a un adversaire qui est à terre, qui est rendu inopérant en fait. Et donc quelque part on l'achève. Et donc des jeunes qui n'ont jamais, et qui quelque part ce sera le premier acte fort de leur vie, c'est d'avoir tué un autre être humain. Mais est-ce que c'est encore un être humain? Donc fondamentalement, nous devons faire preuve de précaution. Nous devons, dans cette opération qui a son importance, la sémantique, nous avons un certain réservoir sémantique limité. Souvent, pour qualifier certains actes, on les appelle barbares, on ne trouve pas le terme. La barbarie est quelque chose qui convient, et encore, c'était ce qui était le qualificatif réservé par les Romains,
pour parler les Grecs, au peuple qu'ils considéraient comme inférieur. Et donc ce terme est très connoté et doit être proscrit. Il faut trouver un autre terme. Le terme d'adversaire suffit largement pour désigner celui contre lequel on doit combattre. Un adversaire, tout simplement. Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous et qui veut passer, qui passe à l'action, vous porter atteinte. Ce n'est pas l'appel de le qualifier de je ne sais quoi, surtout quand cette opération de qualification est réservée à certaines catégories de population qui commettent des actes de, des actes qui portent atteinte à des gens. Il faut il faut arrêter de dire. Donc quand il y avait retour sur rapidement comme ça, quand il y avait des attaques c'est les assassinats de masse. Orlando ou une attaque à Columbine ou des choses comme ça. Ce qui se passe aussi, c'est la possibilité d'avoir des armes dans un pays où le fait de posséder des armes est assez aisé. Et donc, quelque part, il y a des assassins de masse. Quand on qualifie quelqu'un d'assassin, on sait très bien de quoi on parle. On ne dit pas qu'il est gentil, on ne dit pas qu'il est juste dérangé, on dit qu'il est assassin. C'est un qualificatif largement suffisant. Évidemment, on connaît l'étymologie de ce terme, mais nous ne parlons pas de l'histoire. Nous parlons de ce terme qui nous sert à désigner quelqu'un qui a commis, qui pourrait aussi commettre des actes extrêmes. C'est-à-dire le côté sacré, si on veut, de la vie humaine, le droit de chacun de garder son intégrité, le droit à chacun de pouvoir continuer de vivre est un droit sacré. Et ce n'est pas les qualificatifs qui vont changer quoi que ce soit. Il suffit de dire qu'il y a un adversaire qui veut, qui pratique l'assassinat, l'assassinat indistinct, l'assassinat de masse. Ça suffit largement pour le condamner et pour justifier qu'on veuille lui appliquer la loi du talion, voilà, quelque part. Donc, la sémantique, ce n'est pas uniquement dans cette circonstance que la sémantique pose problème. Il y a un travail à faire sur les mots qu'on utilise parce que les mots ne sont pas innocents, parce que les mots, c'est un mot disqualifie encore plus. Celui qui adversaire est aussi un être humain. À un certain moment, pour certains groupes humains, nous aussi à un certain moment des adversaires. C'est un peu la loi du genre. Nous pratiquons la violence. Un coup c'est nous qui sommes les agresseurs, un coup c'est nous sommes les agressés. C'est comme ça, c'est dans notre nature. Nous faisons notre possible pour essayer d'avoir des relations apaisées et de régler les conflits et les tensions par des moyens pacifiques. Mais nous savons que la guerre reste une option et que quelquefois nous préférons plutôt agresser, être agressés, nous préférons aussi passer à la table préventive. Nous sommes dans la guerre, mais la guerre est quelque chose qu'il faut essayer le plus possible d'éloigner, pas d'annir parce que ce n'est pas l'ordre du jour, mais il faut éloigner de guerre pour essayer évidemment comprendre les processus historiques à ce niveau et à cette occasion. J'aimerais faire
référence aux travaux, peut-être faut revenir vers les travaux de ceux qui ont étudié la région du Vent, et peut-être Henri Laurent pourrait être éclairé. Et quelque part, il y a la responsabilité d'un certain nombre de dons qui se sont succédés et qui les Ottomans, les Français, les Anglais, il y a une région qui ne connaît pas la stabilité d'un certain temps. Et le fait de continuer à pouvoir la guerre, même légitime, ne fera que permettre à ce processus d'air infini de se poursuivre, être permanente, et voilà. Elle réussit à trouver les mots qu'il faut, parce que c'est un sujet sensible, et donc les sujets sensibles, il faut essayer d'avoir des positions équilibrées pour ne pas risquer d'être accusé de quoi que ce soit. Là, c'est les mots, mais c'est aussi la politique, c'est aussi les intérêts stratégiques de tel ou groupe, de telle puissance, et les choses auxquelles on n'attaque pas de façon impune. Il y a du risque à prendre la parole. Mais bon, on a fait mon effort pour rester équilibré et ne pas trop penser que je défends un contre un autre. Une petite précision que je voudrais faire, toujours sur ce plan, c'est mon